Connaissance, recherche, sciences, Dessin mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Donc, la semaine passée, on a vu, c'est ce qu'on appelle la corde bosonique. Et on a vu comment, en faisant la théorie quantique de cette corde bosonique, on retrouve au moins les spectres, les dimensions critiques, la valeur de l'intercept qu'on avait trouvé dans les modèles duals. Donc, on a établi cette correspondance. Et aujourd'hui, dans les cours et après dans les séminaires, le sujet principal sera l'introduction des fermions dans la théorie. Donc, passer de la corde purement bosonique avec des états à spin entiers à une corde qui a aussi des spins demi-entiers. Bon, avant de commencer à parler des fermions, j'ai deux choses que j'aimerais discuter. La première est quelque chose qu'on avait laissé du cours précédent. C'était le comptage du nombre d'états physiques dans la théorie des cordes, parce que c'est un résultat assez surprenant et qui a probablement des conséquences importantes. Et c'est quelque chose d'assez général. Il vaut pour la corde bosonique comme pour la supercorde, si vous voulez. Donc, si on part de la formule qui nous donne la masse d'un état en fonction des oscillateurs harmoniques, donc de la valeur propre de ces opérateurs-là, on trouve que si on fixe la masse, on peut compter le nombre d'états comme le nombre de solutions de cette équation-là. Vous voyez, c'est la même équation où j'ai remplacé dagger A avec le nombre d'occupations de l'oscillateur harmonique. Et là, j'ai mis seulement les oscillateurs transverses, donc qui vivent dans 2-2 dimensions, parce qu'on a vu qu'on peut éliminer tout le reste avec des contraintes. Donc, c'est le comptage juste. Désolé pour la notation, et là, ça signifie que n va de 1 à l'infini, tandis que i va de 1 à d-2. J'espère que ça ne génère pas de confusion. Donc, on doit résoudre cette équation, et comme ça, c'est un entier. Ça correspond à trouver le nombre de solutions où les inconnus sont ce nombre d'occupations. Donc, comment je peux choisir ce nombre d'occupations d'une façon que cette somme donne un entier fixé. Okay? Et on se rend vite compte que cette équation-là, c'est assez bien connu en mathématiques, c'est la partitio numerorum équation, c'est-à-dire j'ai un entier et je dois voir combien de façons je peux écrire cet entier comme une somme d'entiers. Et c'est un problème qu'on pourrait même, disons, faire la déduction mathématique assez rapidement, mais je l'évite pour raison de temps. Mais c'est un problème qui a été résolu il y a longtemps avec la formule dite de Hardy-Ramanujan. Bon, là, si vous voulez, ça correspond au même cas, mais où on n'a pas l'index i, ou si vous voulez, d-2 égale 1, mais on peut la généraliser très rapidement au cas en discussion ici, et on trouve que ce nombre de solutions que nous pouvons aussi appeler la dégénérescence de l'état de masse n croît avec n comme l'exponentielle de la racine de n à une puissance bien définie.
Et aussi, il y a une correction, si vous voulez, à cette exponentielle, que c'est dans la forme de l'inverse d'une puissance de n. Et on connaît bien sûr aussi cet exposant, mais je ne l'ai pas écrit. Hein. Alors, si on remplace n par la masse, à travers la formule alpha prime m2 égale n, on obtient que donc, le nombre d'états croît comme l'exponentielle de la masse. Alors, ça, c'était une surprise. Je vous avais dit au début qu'à partir de la fonction à 4 points, on pouvait s'imaginer une dégénérescence type puissance 2. Et là, on découvre que c'est beaucoup plus. Donc, le nombre d'états croît d'une façon exponentielle. Mais ce comportement est le même qu'un physicien du CERN, Hagedorn, avait postulé quelques années par avant sur des bases phénoménologiques. Si vous voulez, ça donnait un facteur de Boltzmann dans la distribution de l'énergie des particules produites dans les collisions. Bon, là, la chose très intéressante de cette formule, c'est que si on fait un calcul de la fonction de partition, c'est-à-dire de la trace E à la moins bêta h, donc on met un système dans une température finie qui est 1 sur bêta. Hein. Vous savez, en mécanique statistique, on doit évaluer cette fonction de partition et c'est évident que si ce bêta est trop petit, ce facteur de Boltzmann, il est incapable de battre, si vous voulez, la croissance exponentielle de l'état et on a une divergence dans la fonction de partition. Donc, la fonction de partition diverge si bêta est plus petit que c, ça veut dire si t est plus grand que 1 sur c. Hein. Et donc, on obtient cette température limite, qu'on appelle aussi température de Hagedorn, en honneur de Hagedorn, qui vaut quelque chose d'assez précis. Donc, dans la corde bosonique, si on met d égale 26, qui est la bonne dimension de l'espace-temps, on obtient cette formule-là. Et donc, par contre, si on met d égale 4, on ferme un petit peu les yeux, et on met pour alpha prime la valeur expérimentale de la pente, on obtient une température critique de l'ordre de quelques centaines de mégaélectronvolts. Et disons, ça marche assez bien phénoménologiquement. Seulement que dans la réinterprétation, si vous voulez, de la corde ou de la théorie des hadrons, qui est la chromodynamique quantique, on trouve qu'une température de ce même ordre correspond pas à une température limite, mais à une température de transition de phase entre la phase, si vous voulez, hadronique, où les degrés de liberté sont des objets sans couleur, les protons, les pions, les noyaux, et une phase qu'on appelle du plasma quark-gluon, où, disons, où les quarks se libèrent, ils sont plus confinés dans les hadrons. C'est une phase qui, selon la QCD, a bien eu lieu dans l'univers primordial, bien sûr dans le sens inverse. Quand l'univers était très chaud, il y avait les quarks et gluons libres, et à un certain moment dans l'évolution de l'univers, la température est tombée en dessous de ces centaines de MeV, et tout d'un coup, les quarks et les gluons se sont liés à former les protons, les noyaux et la matière qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir comment cette corde de Nambu-Goto capture quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on pense aujourd'hui a lieu dans la physique des interactions fortes. Et bon, l'interprétation de cette température limite en théorie des cordes, elle n'est pas
à 100% claire, mais grosso modo, elle veut dire que si j'injecte de l'énergie dans le système, à un certain moment, au lieu d'augmenter la température de ce système de cordes, cette énergie va donner des cordes excitées, de plus en plus excitées et plus grandes. Donc, au lieu de si vous voulez, il y a une capacité thermique infinie parce que j'envoie de l'énergie, mais je n'augmente pas la température. Je génère simplement des cordes de plus en plus longues. Alors, ça, c'est ce que je vous devais de la semaine passée. En effet, j'avais dû le faire il y a 2 semaines. Bon. Alors, l'autre sujet que j'aime beaucoup discuter ici avant de passer au fermion, à nouveau, c'est quelque chose de très général, indépendant de la corde particulière qu'on discute, c'est la question de comparer des cordes au niveau classique et au niveau quantique. Je pense que c'est quelque chose d'important qu'on retrouve tout le temps dans la discussion. Alors, on a déjà vu qu'au niveau quantique, il y avait des contraintes sur la dimensionnalité de l'espace-temps. On a vu aussi qu'il y avait des contraintes sur le spectre, si vous voulez, à travers ces paramètres alpha 0. Et ça, c'est rien d'autre que 2 exemples de propriétés qui distinguent les cordes classiques des cordes quantiques, parce que dans les cordes classiques, on n'a pas de restriction sur la dimensionnalité de l'espace-temps ni sur les états. Alors, comment ça sort cette diversité, ce contraste entre les cordes classiques et les cordes quantiques? On peut les discuter d'une façon générale, et en particulier, on peut se focaliser sur des propriétés importantes des cordes quantiques. Donc, si on regarde la théorie classique des cordes qu'on a écrite la dernière fois, on se rend compte tout de suite qu'il y a une invariance d'échelle dans la théorie par rapport à des transformations d'échelle dans l'espace-temps. On a parlé beaucoup de symétrie dans l'espace en termes de la surface de l'univers, mais là, on parle vraiment des transformations d'échelle des coordonnées. C'est-à-dire que si on obtient une solution des équations de mouvement et des contraintes, on peut toujours construire d'autres solutions qui diffèrent de la solution donnée simplement par une transformation d'échelle de toutes les coordonnées. Vous voyez tout de suite que les équations du mouvement et que les contraintes sont satisfaites sont satisfaites dans le premier cas, sont satisfaites aussi dans l'autre. Et la nouvelle solution qu'on génère de cette façon-là décrit une corde dont la masse est k fois plus grand, ou plus petit, si k est plus petit que 1, et j est k à la puissance 2 plus grand. Donc, si vous voulez, les rapports j sur m2 restent les mêmes, mais simplement, j'ai une corde plus grande, plus lourde, et avec un moment cinétique plus élevé. Donc, il y a cette invariance-là. Une autre chose que je peux faire, c'est de changer la tension de la corde, et alors là, je varie les rapports, mais j'ai encore une solution liée à la précédente. Donc, par conséquent, on peut dire que si on part d'une solution, n'importe quelle solution de la classique, on peut toujours faire ce changement d'échelle. Cette fois, je la réduis en dimension, en taille, et je peux avoir des cordes qui sont aussi légers que je veux, et avec un tout petit moment cinétique. Dans la théorie classique, il n'y a pas de quantisation du moment cinétique, et je peux les réduire à 0 en même temps que je réduis la masse à 0. Alors, je souligne tout de suite que ça, c'est une propriété si je mets les cordes dans l'espace-temps Minkowski.
Si je mets une corde dans l'espace-temps courbe, alors comme il y a, si vous vous rappelez bien, un coefficient J mu de x, c'est plus vrai cette propriété des transformations d'échelle. Ça veut dire que si je suis dans un espace courbe, par exemple, dans une cosmologie où il y a un rayon de Hubble, ou dans un trou noir où il y a les rayons de Schwarzschild du trou noir, à ce moment-là, les rapports entre la dimension, la taille de ma corde et la taille de la géométrie, alors là, ce rapport-là est essentiel et les comportements de la corde varient beaucoup si je varie ce rapport. Mais si je suis dans l'espace de Minkowski, je n'ai pas une autre longueur et donc il y a cette self-similarité des solutions. Voilà, ça je le dis. Alors, pourquoi la théorie quantique est tellement différente? Pourquoi il y a tout d'un coup cette propriété de variation d'échelle est brisée? Elle est brisée parce qu'au niveau quantique, au niveau classique, je peux toujours faire une transformation, multiplier ma Lagrangien ou mon action par une constante et j'obtiens les mêmes équations classiques. Mais au niveau quantique, on sait bien, disons par exemple, si on prend la quantification à la Feynman de la théorie, qu'il y a un nombre pur qui est très important, c'est l'action divisée par la constante de Planck. Alors, si je prends l'action de Nambu-Goto, qui est la surface, l'aire de la surface, multipliée par t, et je la divise par h bar, j'obtiens évidemment un nombre pur qui est l'aire balayée divisé par une longueur, parce qu'il doit me donner quelque chose sans dimension. Donc, en définissant une longueur de la corde par cette relation-là, où il y a un h bar par rapport à ce qu'on avait discuté jusque-là, j'obtiens une longueur fondamentale. Donc, la quantification de la corde nous amène à avoir une longueur. Et à ce moment-là, disons, je ne peux pas changer ces rapports par un facteur k sans changer la physique, parce que la théorie quantique connaît ce nombre. Donc, à ce moment-là, dans la théorie quantique, le rapport entre la taille de la corde et cette longueur fondamentale quantique est important. Et les comportements de la corde varient en fonction de ces rapports-là. Donc, il n'y a plus l'invariance d'échelle. Et on va voir dans la suite que cette longueur fondamentale, qui est quantique, rentre dans la théorie à plusieurs endroits. Si vous voulez, c'est un peu la taille caractéristique d'une corde quand on les met dans l'état fondamental. C'est comme un oscillateur harmonique. Si on veut les mettre dans l'état fondamental, il y a un delta X et un delta P, qui ne sont pas zéro et sont liés entre eux. Voilà, donc il y a un delta X. Et comme la corde, c'est un ensemble d'oscillateurs harmoniques, ce n'est pas surprenant qu'il y a une taille de la corde au niveau quantique, et elle est donnée précisément par cette relation. Alors, attention, si vous lisez la littérature en théorie des cordes, les gens sont très sloppy sur ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent LS2 et 2 alpha prime sans les distinguer, parce que souvent H bar égale 1. Mais disons, dans cette formule, il y a un H bar qui est caché, et dans d'autres formules, il n'y a pas l'H bar qui est caché. Donc, si on veut, on peut faire attention en regardant les dimensions. Et souvent, les gens utilisent ce qu'on appelle l'unité des cordes, où on met d alpha prime égale 1, ou si vous voulez, la longueur égale 1, et on mesure tout en unité de longueur des cordes. Donc, quelquefois, vous trouvez qu'il y a une dualité rayon qui va à 1 sur rayon, et dimensionnellement, elle n'a pas de sens, donc il faut se rappeler qu'il y a là la longueur des cordes quelque part pour mettre
les dimensions. Alors, bon, ça, je vais aller un peu rapidement, mais disons, ça illustre dans un petit dessin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que du point de vue classique, si je prends une corde que j'ai dessinée comme ça, je peux faire ce changement d'échelle, qu'on fait très facilement avec PowerPoint. Donc, la masse décroît dans cette direction. Mais si je me mets au niveau quantique, c'est vrai que la masse décroît, mais quand j'arrive à une taille de l'ordre de cette longueur, et j'insiste pour diminuer la taille, je trouve en effet des cordes plus lourdes. C'est un peu là le principe d'incertitude de la mécanique quantique qui me dit si je vais concentrer la corde dans une petite région, il y aura beaucoup de delta P. Et donc, je gagne de l'énergie d'une autre façon. Là, c'est une énergie due à la tension, et là, c'est une énergie due au mouvement. Mais disons, c'est comme ça. Donc, on va voir d'autres exemples de ça. Et l'autre chose, et là c'est très important du point de vue de la physique, c'est qu'au niveau classique, on ne peut pas avoir des cordes avec moment cinétique, avec spin, sans avoir une masse, parce qu'il faut de la longueur, il faut de la taille, une taille finie pour avoir un moment cinétique fini, mais une fois que j'ai une taille finie, j'ai aussi une masse finie. Donc, je ne peux pas avoir J sans avoir M. Et en effet, on a vu l'exemple de la corde classique rigide, la barre rigide en rotation, qui, j'avais dit, nous donne la configuration qui donne le maximum de J à M fixé. Donc, je ne peux pas aller au-delà de ça avec une corde classique. Tandis que, quand on a fait la quantification, on a obtenu un spectre qui, avec ces paramètres alpha 0, on peut écrire de cette façon-là que le rapport entre la masse et la tension est borné par J. Ça, c'est la relation classique. Mais il y a une correction, et là on voit bien que la correction contient H bar, qui donne un résultat négatif. Si on fait les choses bien, on impose toutes les contraintes, cette somme infinie nous donne un nombre négatif, en effet. Et donc, vous voyez qu'il y a la possibilité d'avoir M égale 0 et J égale non 0, au contraire de la corde classique. Et on a vu jusque-là l'exemple que alpha 0 égale 1. Et aussi, on a mentionné que alpha 0 peut être 2 pour la corde fermée bosonique. Et aujourd'hui, on va voir qu'on peut avoir aussi la valeur 1,5 et 3,5 pour cet alpha 0. Donc, il y a toutes ces possibilités de cordes. Disons, la possibilité alpha 0 égale 0, elle coïncide avec la théorie classique, mais les autres sont des choses impossibles. Alors, comme pour avoir des interactions type jauge ou des interactions type gravitationnelle, on a besoin de ces états à masse nulle et avec moment cinétique, c'est essentiel de passer à la mécanique quantique pour avoir des cordes qui peuvent être utiles pour construire une théorie des interactions fondamentales. Voilà. Bon, là, je voulais aussi illustrer le fait que la limite où les cordes quantiques deviennent presque classiques, c'est la limite des grands nombres d'excitations. Si vous voulez, des cordes lourdes, longues, tandis que quand les cordes sont tout petites, là, les effets de la mécanique quantique sont très importants. Donc, quand on fait la comparaison entre les cordes classiques et soit les modèles duals, soit
la théorie quantique des cordes, on trouve cette différence, corde ouverte, corde fermée. Vous voyez, si on va très très loin, on perd ces détails-là, et les deux choses vont ensemble. Mais si on se concentre sur la région de toute petite m et toute petite j, on trouve cette discrépance entre les deux, et c'est essentiel, hein, parce que là, il y a les photons, et là, il y a les gravitons. Donc ici, il n'y aurait jamais la possibilité de faire de l'électrodynamique ou de la relativité générale, tandis que là, ça marche. Ça va marcher. Bon, alors là, c'était les deux parenthèses qui m'ont pris presque la moitié du cours. Et on passe vraiment au sujet principal d'aujourd'hui, que c'est les fermions. Donc, je vous rappelle qu'il y avait des jolies propriétés dans la corde bosonique, comme l'absence de fantômes, mais il y a quand même des inconvénients, hein. On a encore ces tachyons, vous vous rappelez, un état avec M2 négatif. Donc on appelle les tachyons parce qu'en principe c'est une particule qui voyage plus vite que la lumière, mais ce n'est pas quelque chose qu'on aime bien. Il n'y a pas de fermions jusque-là, et il y a les dimensions qui ne sont pas 4. Donc c'était historiquement une douche froide, si vous voulez, hein, parce qu'on voulait construire une théorie des hadrons. Alors pour les tachyons, je vais vite. C'est embarrassant. En principe, les tachyons n'est pas vraiment quelque chose qui tue complètement une théorie. Par exemple, dans la théorie des champs, quand j'ai un champ tachyonique, ça veut dire avec un MD plus petit que 0, ça me dit simplement que je suis en train de faire ma théorie des perturbations autour d'un vide instable. Et disons, l'exemple le plus connu, c'est les potentiels de Higgs, où on part avec un champ scalaire qui a une masse imaginaire, MD plus petit que 0, et on dit que ça veut dire simplement que la valeur d'interprétation dans les vides de ce champ de Higgs n'est pas 0. On doit faire un shift de la théorie. Et c'est comme ça qu'on fait la brisure spontanée de SUD fois U1. Alors, dans la théorie des champs, on est habitué à avoir des champs tachyoniques. Il nous dit qu'il faut faire quelque chose avant de passer à la théorie des perturbations. Seulement que dans la théorie des cordes, que je sache, on n'était pas capable de le faire. Donc, de toute façon, les gens ont dit, bon, il faut essayer d'éliminer les tachyons. Bien sûr, on voulait introduire des fermions parce qu'on voulait faire la théorie des interactions fortes. Donc, on n'était pas content de décrire des pions, des mesons. On voulait aussi des protons, des neutrons dans la description. Et il y avait ces résultats D égale 26. Donc, on disait que peut-être, comme il sortait d'un calcul assez compliqué, disons peut-être en ajoutant d'autres degrés de liberté type fermionique, on aurait pu peut-être arriver à D égale 4. Bon, il y avait cet espoir-là. Et donc, voilà, il y avait aussi des signes encourageants, si vous voulez, dans la direction de pouvoir modifier cette théorie bosonique. Et là, j'ai fait référence à des modèles qui marchaient assez bien pour la collision, encore sans fermions, pour la collision pion-pion. Je vous ai parlé du modèle de Loveless-Shapiro il y a quelques semaines, qui n'avait pas de tachyons. Il avait été écrit en 4 dimensions et il marchait assez bien. Dans les séminaires, Paolo Di Vecchia va aussi vous rappeler des propriétés de ces modèles. Et j'avais oublié de le dire, il y avait aussi un bon succès de vous rappelez l'amplitude pi en pi oméga,
c'est le premier modèle dual. Et une chose intéressante, on ne peut pas, disons, avoir des données sur pi à pi oméga. On est incapable de faire des collisions de ce genre-là dans les accélérateurs. Mais il y avait un truc assez intéressant. On peut étudier par contre la désintégration d'oméga en 3pi. Alors, à cause de ces propriétés de crossing, on peut utiliser exactement la même amplitude, mais la considérer dans une région de variables de Mandelstam qui correspond à la désintégration oméga en 3pi, où on peut étudier, disons, le spectre, la distribution des pions en fonction de l'énergie invariante de chaque paire de pions. Voilà. Et ça marchait aussi très bien. Donc, on avait des signes que, quand même, au niveau de la fonction à 4 points, on pouvait faire mieux. Seulement qu'on n'avait pas trouvé une généralisation à la fonction à n points. Voilà. Je profite pour vous rappeler que dans l'amplitude pion-pion en pion-pion, l'amplitude était écrite en termes d'un rapport de fonction gamma. Et pour tenir compte des nombres de l'isospin du pion, parce qu'il y a 3 pions, pi 0, pi plus, pi moins, on avait introduit, c'est ce qu'on... Chan et Patton avaient introduit des facteurs qui multiplient ce rapport de fonction gamma et qui tient compte exactement de quel pion s'agit. Alors, comme ils sont très importants pour les propriétés de la corde ouverte, je vais en parler juste un petit moment. C'est ce qu'on fait, c'est très simple à expliquer si on regarde les diagrammes de dualité, parce que chaque pion vient avec des index des saveurs. Par exemple, le pi-, c'est un D et un U bar, un TU. Alors, vous voyez que dans le diagramme de dualité, on a identifié ces quarks-là avec ces quarks-là, ces quarks-là avec ces quarks-là, ces quarks-là avec ces quarks-là. Ça veut dire que si j'introduis pour chaque pion une matrice de Pauli, tau, pour chaque pion, et je prends la trace dans l'ordre où j'ai mes pions dans le diagramme de dualité, j'obtiens un poids que je mets devant le rapport de fonction gamma qui tient compte des nombres quantiques. Par exemple, là, je considère que toutes les particules entrent dans les processus, comme on avait fait l'autre fois. Donc, si j'ai cette configuration-là, tout marche. Vous voyez que vous pouvez dessiner un joli diagramme de dualité. Et ça veut dire que la trace de la matrice tau plus, moins, pardon, tau plus, tau moins, tau plus, elle me donne un résultat fini, 1, 2, je ne sais pas, ça dépend un peu de la normalisation. Mais si par exemple, je voulais mettre ces pi plus à côté, si je voulais changer ces pi plus et ces pi moins, j'obtiendrais 0, parce que tau plus au carré me donne 0. Donc si je les mets à côté, les pi plus et les pi plus, j'obtiens 0. Et en correspondance, je ne peux pas dessiner le diagramme dual. Donc ça dépend exactement. Si je mets 2 pi 0, alors je peux écrire plusieurs diagrammes de dualité et chacun a son poids. Par exemple, dans le processus pi plus, pi moins, en pi plus, pi moins, j'ai seulement ce diagramme de dualité, seulement ces facteurs de Chern-Patton et j'obtiens les résultats. Bon, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais Paolo Di Vecchia va revenir sur cette histoire des facteurs de Chern-Patton qui sont quand même assez importants. Bon, alors finalement, on passe au fermion. Alors, l'histoire est assez longue et si vous voulez, elle précède la théorie des cordes. Donc, c'est déjà dans le contexte du modèle dual à résonance que Neve-Schwartz et Pierre Ramond avaient introduit, à côté, vous vous rappelez, du champ Q de Z, un champ fermionique
psi de z. Entre parenthèses, tout ce développement avec fermions doit beaucoup à des physiciens français, Neve et Ramond. Et il y a une petite histoire que les deux se sont rencontrés sur les bateaux, sur un bateau qui allait de la France aux États-Unis parce qu'il allait faire leur postdoctorat aux États-Unis. C'est là qu'ils ont fait ces travaux très importants. Et apparemment, ils avaient tous les deux, dans les bateaux, ils ne se connaissaient pas, mais ils avaient tous les deux avec eux les papiers que moi-même et Fubini avaient écrits sur la factorisation. Alors, à un certain moment, c'est ce que Ramond m'a raconté, Pierre Ramond voit ces papiers sur un banc ou sur une table, et il pensait que d'avoir oublié ce papier, il a regardé, mais il a vu qu'il y avait des notes qui n'étaient pas les siennes. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Neve sur le bateau et se sont mis à discuter et tout ça. Mais après, ils se sont partagés parce que l'un est allé à Chicago et l'autre, je pense, à Princeton. Et après, ils ont fait ces travaux séparément. Ramond a fait les fermions et Neve avec Schwartz, ils ont fait la partie plus bosonique. Bon. Alors, c'est ce que... Alors maintenant, je vais décrire un petit peu ça, mais dans le langage de la théorie des cordes, parce que bon, ce serait trop long de refaire à nouveau l'histoire et comment on est. Mais effectivement, les processus a été toujours, comme d'habitude, du bas vers le haut. Alors, c'est ce qu'on fait. On a la coordonnée bosonique, x mu de xi, sigma tau, et on rajoute, c'est un peu bizarre, on rajoute à cette composante bosonique un champ de Grassmann, donc anticommute, si vous voulez, hein, une variable de Grassmann, qui, lui, il est un spinner à deux composants, mais dans les deux dimensions de la surface univers. Donc, il a cet index A et un spinner, mais bizarrement, il est encore un vecteur comme x mu dans l'espace-temps, dans l'espace cible. Hein? Donc, c'est quelque chose d'un peu étrange. Mais n'empêche qu'à partir de ces deux champs, on peut construire quelque chose qui est assez joli. Et la formulation définitive, si vous voulez, parfaitement cohérente et tout ça, a dû attendre jusqu'à 1976, donc assez après. Et je pense que Paolo Di Vecchia va un peu rappeler cette histoire-là. Cette construction a été faite après la découverte de la supersymétrie et de la supergravité, tandis, c'est intéressant, que la procédure historique, qui correspond à fixer un jauge pour cette théorie plus jolie, était précédent à la supersymétrie. Et en effet, c'est ce qui a conduit à la découverte de la supersymétrie. C'est un peu bizarre. Au moins dans l'Occident, hein, parce qu'en Russie, disons, il y avait eu des choses parallèles qui n'avaient rien à faire avec la théorie des cordes. Mais disons, en l'Occident, c'était à travers ces travaux dans la théorie des cordes qu'on a introduit le concept de supersymétrie. Et après, on l'a généralisé à 4 dimensions, et on a fait la supergravité. Et finalement, on est revenu sur la corde et on a utilisé ce développement pour écrire tout dans une façon très, très élégante. Alors, j'espère que vous vous rappelez du séminaire de Paolo Di Vecchia, comment on avait réécrit l'action de la corde dans la forme dite de Polyakov. Au lieu d'avoir la racine du déterminant, on a cette expression qui ressemble beaucoup des champs scalaires dans une gravité à deux dimensions. J alpha bêta, c'est la métrique bidimensionnelle.
on travaille toujours dans un espace-temps plat pour l'instant. Alors, on rajoute à cette action quelque chose d'assez compliqué, donc je l'ai mis là, pas pour le discuter, mais juste pour voir qu'il y a quelque chose de très explicite qu'on rajoute avec à la fois ces champs fermioniques dont j'ai parlé tout à l'heure, psi mu, qui a un index A qui j'ai caché, disons qui est contracté avec les matrices gamma des dimensions, mais aussi, comme ici on a introduit une métrique dans l'espace d'univers, dans la surface d'univers, là on a introduit un champ de spin 3,5, c'est ce qu'on appelle un gravitino. Donc là c'est le graviton et ça c'est un gravitino. Donc si on écrit cette action-là, on peut démontrer que cette action-là a pas seulement l'invariance pour Weyl, les transformations générales des coordonnées en deux dimensions, mais là aussi une extension supersymétrique locale de cette symétrie. Donc, c'est une supergravité à deux dimensions. Bon, ça, ce sont des mots, et disons, on pourrait passer beaucoup de temps à expliquer tout ça. Mais l'important de cette symétrie, c'est qu'il nous amène à avoir des contraintes en dessus des contraintes bosoniques. Et ça, c'est très important, je l'écris ici, parce que ces champs fermioniques qu'on a introduits, comme il est un vecteur de l'espace-temps, il a aussi une composante 0, direction du temps, et quand on utilise ces psi 0, on obtient des états fantômes à nouveau. Donc il y a des fantômes bosoniques et des fantômes fermioniques. Et si vous vous rappelez, c'est à travers les contraintes qu'on a réussi à éliminer les fantômes, mais comme il y a aussi des nouveaux fantômes, c'est très bien d'avoir de nouveaux contraintes pour pouvoir tout éliminer. Et c'est comme ça que les choses marchent. Alors, à nouveau, comme on avait fait l'autre fois, on peut utiliser cette invariance maintenant élargie pour fixer la métrique comme avant, la métrique en deux dimensions comme avant, mais aussi, maintenant qu'on a cette invariance élargie, pour fixer aussi ces champs de gravitino. Et on peut les fixer en étant une matrice gamma à deux dimensions fois un spinner sans d'autres indices. Pardon, là j'oubliais. Non, c'est bon. Alors, la chose miraculeuse de cette jauge, c'est que ça simplifie l'action énormément parce que ce terme-là disparaît et ce terme-là aussi disparaît. Mais alors, vous voyez, si j'élimine ce terme-là et ce terme-là par ce choix de jauge, il ne me reste que ce terme-là, que c'est une action de Dirac en deux dimensions. C'est vraiment très, très élémentaire. C'est l'action de Dirac que j'aurais écrit sans réfléchir. En plus, je mets la métrique dans cette forme-là, ça simplifie ultérieurement. Donc, j'ai montré tout ça, pas pour faire peur, mais disons, c'est pour illustrer qu'il y a un point de départ très symétrique, très général, qui nous amène les contraintes. Donc, je dois me rappeler des contraintes, mais pour le reste, je peux me réduire à une action. Donc, dans ces jauges qu'on appelle les jauges superconformes, j'ai quelque chose de très simple. J'ai des bosons libres et des fermions libres qui n'interagissent pas entre eux. Voilà. Donc, c'est très, très simple dans ces jauges. Et avec cette métrique J alpha bêta plate, je peux écrire tout ça en utilisant les coordonnées tau plus sigma et tau moins sigma. Donc ça, c'est les dérivés par rapport à
tau plus sigma et tau moins sigma. Et l'action prend cette forme-là, où les spinaires psi mu a comme composante a égale 1 ou 2, disons, je l'appelle moins et plus. Hein. Donc, c'est ça la signification de cette équation. Mais alors, les équations de mouvement sont très simples. Pour le champ bosonique x mu, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est l'équation de D'Alembert pour x mu, hein, parce que d plus, d moins, x mu, c'est comme d tau 2 moins d sigma 2 mu égale 0, donc l'équation de D'Alembert qu'on a vue la dernière fois. Et simplement, on a un autre, l'équation des mouvements pour le champ fermionique qui sont très simples. La dérivée plus du champ moins est 0, la dérivée moins du champ plus égale 0. Mais la solution est à nouveau banale. Pour le champ x mu, on a vu la dernière fois, je l'ai juste recopié-collé, c'est une fonction de tau moins sigma plus une fonction de tau plus sigma. Et pour les fermions, c'est encore plus simple. Hein. Le champ psi moins, je l'appelais psi moins juste pour cette raison-là, elle est seulement une fonction de tau moins sigma, et le champ pli plus, c'est une fonction de tau plus sigma. Donc, on a ces deux composantes du fermion, parce que le fermion a deux composantes, à part l'index mu. Hein. Pour chaque mu, a deux composantes, et la composante plus dépend seulement de tau plus sigma, la composante moins dépend seulement de tau moins sigma. Donc, vous voyez comment quelque chose d'horrible, finalement, si j'ai choisi bien ma jauge, devient quelque chose de presque banal. Hein? Presque banal parce que on doit rajouter, comme dans les cas bosoniques, les contraintes et aussi les conditions au bord. Hein? Ça, c'est très important. Hein? Toute la richesse viendra de ça. Mais les équations des mouvements sont résolues d'une façon élémentaire. Alors, discutons d'abord les conditions au bord. Alors, vous vous rappelez que dans la corde bosonique, on avait obtenu cette équation au bord pour la corde ouverte, pour n'importe la corde ouverte ou fermée, on avait obtenu ça. On les retrouve exactement pareil parce que l'action est la somme de deux actions. Donc, rien ne change de ce côté-là. Et on avait dit que pour des cordes fermées, on obtenait simplement la périodicité, disons. On avait la périodicité qui déjà nous donnait ça. Mais que pour les cordes ouvertes, on avait deux possibilités, les conditions de Neumann ou les conditions de Dirichlet. Bon, pour les fermions, c'est quand même assez différent. Donc, on reprend l'action, la partie fermionique de l'action dans ces jauges où tout se simplifie, je la répète ici, je la réécris ici, et imaginez de faire la variation de cette action par rapport à psi. Alors, à nouveau, comme dans les cordes bosoniques, on a des termes qu'on doit intégrer par part à une dérivée totale près. Et c'est cette dérivée totale près qui, à cause du fait que, je ne l'ai pas écrit explicitement, que l'intervalle en sigma va de 0 à pi, qui nous donne, donc mettre à 0 ce terme de surface, de bord, nous donne de nouvelles conditions. Alors, ça ne prend pas longtemps de voir que ça, c'est la condition qu'on obtient. Rappelez-vous que d plus, c'est d tau plus d sigma, et t moins, c'est d tau moins d par rapport à sigma. Donc, comme ces termes de surface découlent seulement des dérivées par rapport à sigma, parce que c'est sigma qui est borné, on obtient un signe moins relatif entre les deux. Donc, les termes de surface sont, on les voit presque tout de suite. Hein, je mets une delta psi ici et j'amène la dérivée en dehors de tout. Donc, j'obtiens la dérivée totale de psi mu moins delta psi
moins mu. C'est ce terme-là avec un signe. Et là, j'obtiens l'autre signe. Donc, c'est ça la condition. Cette quantité à sigma égale 0 doit être égale à la même quantité à sigma égale pi. Donc, ça, c'est les conditions au bord pour les fermions. Et là, disons, la discussion est assez intéressante parce que distinguons à nouveau les cordes ouvertes et les cordes fermées. Cette fois, je commence avec les cordes ouvertes. Alors, pour les cordes ouvertes, les points sigma égale 0 et sigma égale pi sont deux points différents. Donc, je dois pouvoir faire des variations indépendantes aux deux extrémités. Et donc, je dois mettre à 0 cette partie-là et cette partie-là, séparément. Si je mets à 0 cette partie-là, comment je peux mettre à 0 cette partie-là? Je peux la mettre à 0 si je prends que psi plus, si je mets une relation entre psi plus et psi moins. Et cette relation, c'est que les deux doivent être égales à sigma égale 0 à un signe près. Si je prends ça, soit j'ai 2 fois plus, soit j'ai 2 fois moins. Le même signe vaut pour la variation, évidemment. Donc, cette relation-là m'assure que cette différence donne 0. Au bord sigma égale 0. Et la même chose, je peux faire à sigma égale pi, donc à l'autre extrémité de la corde. Donc, je peux mettre aussi un signe plus ou moins. Alors, à première vue, ça me donne 4 possibilités, plus, moins, plus, moins. Je pourrais faire le choix. Mais c'est ce qu'il compte du point de vue des conséquences physiques, c'est les signes relatifs. Donc, si là je mets plus et là je mets plus, j'obtiens la même chose que si je mets moins et moins. Donc, en effet, il y a seulement 2 possibilités distinctes. Et ces 2 possibilités correspondent à ce qu'on appelle les conditions de Ramond et de Navier-Schwartz. Donc, c'est très important parce qu'on parle tout le temps de Ramond, de Navier-Schwartz. Et donc, c'est bien donc, si je vais trop vite, je vous invite à les regarder parce que vraiment, c'est assez élémentaire si vous les suivez tranquillement chez vous. Ce n'est pas difficile du tout. Alors, Ramond, c'est quand je prends les mêmes signes. Donc, je prends plus ici et plus ici. Comme moins, c'est équivalent, donc je fixe toujours à sigma égale 0 le signe plus et je varie les signes ici. C'est une convention. Et Navier-Schwartz, c'est ça. Donc, vous voyez que, on va voir bientôt l'implication de ces conditions au bord. Mais avant de faire ça, je vous dis que pour les cordes fermées, ça marche un peu différemment, mais le résultat final est assez similaire. Bon, pas tout à fait, en effet. Parce que pour la corde fermée, maintenant, les points sigma égale pi et sigma égale 0 sont les mêmes points physiques, parce que c'est une corde fermée. Donc, à ce moment-là, je peux imposer des conditions périodiques ou antipériodiques, parce que de toute façon, à nouveau, à cause du fait que l'objet est quadratique dans psi, ça va marcher. Donc, les champs psi plus et psi moins ne sont pas liés entre eux maintenant, sont indépendants l'un de l'autre. J'ai toujours ce doublage des degrés de liberté quand je passe de la corde ouverte à la corde fermée. C'était déjà le cas dans la corde bosonique. C'est aussi là pour les fermions. Et je peux choisir les signes plus et moins ici, plus et moins là. Alors, là, effectivement, les 4 possibilités me donnent 4 types de cordes fermées. Pas 2, 4. Donc, si je prends moins et moins, on parle, par analogie à ce qu'on a vu tout à l'heure, de Navier-Schwartz. Vous verrez bien souvent dans la littérature que ces noms Navier-Schwartz et Ramond sont répétés
deux fois souvent, ça veut dire ça. Ça veut dire que j'ai choisi Navier-Schwarz pour les psi plus et Navier-Schwarz pour les psi moins. Condition antipériodique. Parce que, bon, c'est un peu comme en 4 dimensions. Un champ fermionique peut prendre un signe moins quand je retourne au même point, si je prends le spin en demi. Donc, si vous voulez, c'est ça. Là, je prends une chose mixte, les plus avec Navier-Schwarz, les moins avec Ramond. Ramond-Navier-Schwarz, symétrique, et Ramond-Ramond quand je prends les mêmes signes. Donc, périodique, périodique. Alors, ça, c'est assez élémentaire, et c'est aussi élémentaire, si vous voulez, de prendre ces conditions au bord et les imposer sur les solutions qui étaient assez banales des équations. Et là, c'est le résultat final, c'est-à-dire que pour la corde ouverte, si j'impose les Ramond, rappelez-vous, c'est la même à sigma égale, attendez, voilà, donc si je prends sigma égale 0, bon, là il y a un seul truc, et donc je vois que, attendez, je suis un peu perdu là, point moins. Voilà, oui. Alors là, c'était la relation entre psi plus et psi moins. Alors évidemment, à sigma égale 0, si j'ai plus ou moins, ça n'a pas d'importance parce que sigma égale 0. Mais si je me mets là à sigma égale pi, et si n est un entier, j'obtiens les mêmes résultats si je mets plus ou moins. Voilà, c'est ça. Parce que j'obtiens les mêmes signes moins dans les deux cas. Parce que exponentielle moins i n pi est égal à l'exponentielle de moins i n moins pi. Pardon. Voilà. Donc, effectivement, ça, vous pouvez vérifier facilement, impose les conditions de Ramond. Tandis que si je vais imposer les conditions de Navier-Schwarz, j'ai besoin de mettre des modes, et ça c'est la chose très intéressante, qui sont demi-entiers. Ouais, je mets là, oh là j'ai une erreur de frappe, c'est R, c'est N doit être un R, je dois me rappeler ça. R, dorénavant, quand j'écris R, c'est un demi-entier, tandis que N reste un entier. Alors, si R, ça c'est R, est demi-entier, vous voyez bien qu'à sigma égale 0, j'ai toujours la même chose, les plus et les moins. Mais à sigma égale pi, j'ai un signe de différence entre les deux. Donc, ça, c'est la façon d'imposer les règles, les conditions au bord. Et pour la corde fermée, je vous laisse regarder vous-même, mais disons, vous voyez assez facilement que, et là, j'ai à nouveau copié mal, donc là, c'est un R, que dans ce cas-là, j'ai que psi plus, là, je distingue psi plus et psi moins, sont deux champs indépendants, mais les deux sont périodiques. Et là, les deux sont fermioniques. Bon, et après, on peut faire les cas mixtes. Voilà. Ben, disons, c'est assez évident comment faire les cas plus généraux. Et finalement, il y a les contraintes, qui, comme je vous ai dit, sont très importantes pour éliminer les fantômes. Et les contraintes ont une structure très similaire au cas bosonique, seulement que les contraintes bosoniques ont un petit morceau en plus. Donc, il n'y a pas seulement les x, mais il y a aussi un psi-psi. Et en plus, j'ai de nouveaux contraintes du type fermionique parce qu'il mélange un x et un psi.
voyez, ça revient utile d'avoir que psi aussi c'est un vecteur dans l'espace-temps. Comme ça, je peux faire la contraction de Lorentz entre les deux et j'obtiens quelque chose qui est un scalaire de Lorentz. Voilà. Les opérateurs qu'on a vus, Ln, qu'on avait déjà vu dans la corde bosonique, sont rien d'autre que les modes de Fourier de T plus plus et T moins moins. Et d'une façon analogue, les composants de Fourier de J plus et J moins donnent des opérateurs fermioniques qui on appelle Fn quand ils sont du type Raymond, quand les fermions sont du type Raymond, et JR quand ils sont du type Navier-Schwartz. Et on peut s'amuser, même au niveau classique, à étudier l'algèbre de ces contraintes. Donc, on fait les parenthèses des Poisson, et on obtient une algèbre intéressante. Vous vous rappelez que L avec L donne L. Au niveau classique, sans le terme de charge centrale, L avec G donne G, L avec F donne F. Je n'ai pas mis les petits coefficients juste schématiques. GG donne L et FF donne L. Et là, ce sont des anticommutateurs au niveau quantique ou anti-parenthèses de Poisson. Donc, il faut tenir compte des signes moins pour les variables de Grassmann. Mais donc, c'est une algèbre qui se ferme. Donc, tous les contraintes forment une algèbre de contraintes. Et quand je passe à la théorie quantique, je prends les oscillateurs que j'avais ici. Chaque oscillateur devient un opérateur quantique. Bien sûr, j'ai encore mes opérateurs quantiques pour la partie bosonique. Donc, il y a encore les A et les A+. Et pour les oscillateurs fermioniques, j'ai ça. L'état d'énergie le plus bas satisfait les conditions usuelles que les opérateurs de destruction anéantissent le vide. Mais là, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que voilà, je peux imposer ces conditions pour n, r plus grand que 0, mais si je prends, et ça c'est très important, la composante 0 du champ D, qu'est-ce que c'était le champ D? C'était les coefficients, les Dn sont les coefficients pour le champ de Raymond. Alors, les D0 anticommutateurs avec 0 me donnent quelque chose qui n'est pas 0. Et si je fais D0, D0, j'obtiens état mu nu. Ça veut dire que D0, il ne peut pas anéantir les vides des oscillateurs, parce que si j'applique 2 fois D0, j'obtiens un nombre. Donc, il ne peut pas être en équilibre. Donc, ça veut dire que les vides, donc ça, ce n'est pas possible. Et d'autre part, je vois que les D0 mu, D0 nu satisfait la même algèbre d'anticommutateurs que les matrices gamma de Dirac. Deux choses importantes. Le vide, il ne peut pas être un vecteur propre de D0 avec valeur propre 0. Et en plus, D0 satisfait, les D0 satisfait l'algèbre des matrices de Dirac. On peut même les identifier à un facteur près avec des matrices gamma de Dirac qui sont généralisées à grande 2 dimensions de l'espace-temps. Ça veut dire que le vide doit être, ces 0 doit être, pour le secteur de Raymond, doit fournir une représentation de l'algèbre de Dirac. Donc, mais on connaît les représentations de l'algèbre de Dirac. La chose la plus élémentaire, c'est le spinner
à des dimensions maintenant. Donc, c'est un spinaire de l'espace-temps. Hein, parce que là, sont les matrices Dirac, gamma mu, ou l'index mu, c'est un index dans l'espace-temps. Donc, les vides du secteur Navier-Schwartz, il doit être lui-même, il doit avoir un certain nombre de composantes. On va revoir tout ça dans le séminaire. Et donc, c'est un spinaire en deux dimensions. Alors, quand on applique les opérateurs de création sur ces vides de Raymond, comme les opérateurs de création ont toujours un index vectoriel du point de vue de l'espace-temps, on continue à produire des fermions. Hein, parce qu'on part avec un vide qui est déjà les fermions les plus simples, hein, et on rajoute des index de Lorentz. Ça veut dire qu'on garde les spins demi-entiers, mais en les faisant toujours plus grands. Donc, on obtient dans le secteur de Raymond des spins arbitraires, mais toujours demi-entiers. Bon, là, j'écris la formule des masses, comme d'habitude. Alors maintenant, c'est n, vous vous rappelez, les niveaux est donné maintenant pour un terme avec les oscillateurs A et avec les oscillateurs B pour le secteur de Navier-Schwartz, A et 2 pour le secteur de Raymond. Et là, j'écris les formules qui sont assez banales. Alors, les états physiques sur la couche des masses doivent satisfaire, je vous ai dit, des conditions analogues aux conditions de Virasoro, qu'on a discuté déjà pour le code bosonique, mais en plus, il y a cette autre contrainte qui font aussi qu'on peut éliminer tous les fantômes. Et la dernière chose, et là je vais aller un peu vite, qu'on doit fixer encore l'alpha 0 et les dimensions de l'espace-temps. Et on va répéter l'exercice qu'on avait fait pour la corde bosonique. Alors, je peux le faire comme je l'ai fait pour la corde bosonique en fixant la jauge du cône de lumière et en imposant que l'algèbre des générateurs de Lorentz soit juste. Voilà, ça c'est la méthode. Ou on peut suivre la procédure que Paolo Di Vecchia avait illustrée avec la quantification covariante. On obtient les mêmes résultats et on obtient qu'alpha 0, cette fois, doit être 1,5. Donc, sur le coup, on a dit, finalement, on a obtenu une trajectoire qui passe par 1,5. Vous vous rappelez que pour la collision pion-pion, on avait besoin de ça. Donc, sur le coup, ça semblait très, très bien. Et on obtient alpha égale 0 pour le secteur de Raymond. Bon, peut-être je vais, comme le temps passe vite, je vais y revenir peut-être la semaine prochaine pour quelques détails. Je vous donne juste les résultats. Donc, pour les secteurs de Navier-Schwartz, on obtient ça. Là sont les états les plus bas. Donc, cette trajectoire verte est celle-là avec intercept 1,5. Malheureusement, elle a encore un tachyon. Ici, vous voyez, avec un MD négatif. Si j'applique, par exemple, à ce vide-là, un opérateur du type B, donc des Navier-Schwartz, on augmente la masse de 1,5. Donc, on passe de moins 1,5 à 0 et on augmente les spins de 1 parce qu'il y a cet index mu. Et je passe de cette trajectoire-là à cette trajectoire-là. Donc, dépendamment si j'ai un nombre pair ou impair d'oscillateurs de type B qui agissent sur la vide, j'obtiens soit ces états-là, soit ces états-là. Hein. Donc, vous voyez, on a
un bon intercept là. Là, serait très bien pour les rho, mais malheureusement, on a un tachyon. Là, on n'a pas de tachyon, par contre, mais on a une particule à masse nulle. Là, on a une particule à spin 2 à masse nulle. Si je passe au secteur de Ramonde, il semblerait très plus simple, mais il y a juste un peu plus de dégénérance là, dégénérescence. Donc là, l'intercept est 1,5, mais rappelez-vous que là, je suis dans le cas des spins demi-entiers, donc là, 1,5 correspond vraiment à une particule. Et donc, on a 1,5 et 3,5. Et la particule de spin 1,5 est à masse nulle. Et je vais y retourner la prochaine fois parce que c'est trop... Bon, ce sont deux transparences. Et donc, là, je fais la conclusion pour les modèles Neveu-Schwartz-Ramonde. Donc, c'est les mêmes dessins qu'avant. Malheureusement, il y a ces deux qui sont sortis de vos transparences. Vous pouvez la rajouter, il était en dehors. Donc, il y a ça. Et on peut noter que, donc, quel est le progrès du Neveu-Schwartz-Ramonde par rapport à la cohorte bosonique? Bon, c'est beaucoup plus riche. Il y a des fermions, il n'y en avait pas avant. Dans le secteur des fermions, il n'y a pas de tachyons, c'est bien. Mais, quand même, et la trajectoire bosonique a un intercept égal à 1,5, que c'est aussi très encourageant. Mais, malheureusement, cette trajectoire a un tachyon encore. Et l'autre chose, qu'il y a une dégénérescence entre les fermions Ramonde et les bosons, mais qui est seulement partielle. Attention, ce n'est pas la verte qui va avec la verte, parce que ça ne donne pas la même masse. Mais si on regarde la verte ici et la bleue ici, on voit qu'il y a une particule à spin 1,5 ici à masse nulle, et là une particule à spin 1 à masse nulle. Si on regarde au niveau alpha prime M2 égale 1, on a une particule à spin 3,5 et une particule à spin 2 qui sont à la même masse. Donc cette particule-là et cette particule-là ont la même masse, cette particule-là et cette particule-là ont la même masse. Mais il y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'états et tout ça. Donc, mais c'est cette dégénérescence partielle qui, disons, sera discutée dans les séminaires du professeur Di Vecchia, parce qu'on trouvera une façon de faire si que cette dégénérescence partielle devient une dégénérescence complète, et en plus, on trouvera la façon d'éliminer les tachyons. Donc, voilà, donc on va voir ça dans une dizaine de minutes, disons, on se retrouve vers 11h10, 11h10, 11h05, 11h10. Et je vais reprendre la fin la prochaine fois. Je suis toujours en retard, comme vous le voyez. Merci.